Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 25 avril sur la notif des sportifs midi. J'espère que vous allez bien. Dans notre cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on a un gros show. On va se revoir dans l'émission PO et Sam. On va aborder plusieurs sujets. Déjà là, Kyle McCarr hier. Il reçoit une audience aujourd'hui. Est-ce qu'il sera suspendu? Les gars vont venir donner leur avis là-dessus. On va parler de la victoire écrasante des Maple Leafs hier. Quelle troisième période! Quelle remontée de la part des troupes de Sheldon Keefe pour prendre l'avance 3-1 sur les doubles champions en titre de la Coupe Stanley dans les 3 dernières années. L'Avalanche qui l'a gagné l'année passée, évidemment. Sinon, on va parler de la LHJMQ avec le congédiement de nul autre que Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski. Encore une fois, PO et Sam vont venir donner leur avis là-dessus. Et on va parler des matchs plus tard ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour commencer, qu'est-ce qui se passe sur le site du alacoupe.ca? Alors, article de Gab Saint-Pierre sur le congédiement de Serge Beausoleil. Ensuite, un autre article de Gab qui parle du tableau des séries de la LHJMQ. Elle fait un compte-rendu des demi-finales dans la Ligue junior majeure du Québec. Sinon, article de Guillaume Lemieux de Noël sur le Rocket, sur leur dernier match à 2 secondes de survivre. Alors, Guillaume nous fait un résumé par période de ce qui s'est passé dans le dernier match qui a fait en sorte que les Comets de Utica ont éliminé le Rocket de Laval des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Et pour finir, article de Gabriel sur la belle fin de Thomas Couture, qui est un gardien de la LHJMQ, qui a gagné la Coupe Memorial, entre autres, dans sa carrière. Et n'oubliez pas, tous les jeudis, ici même, ici, là, sur le Facebook Live de la Coupe, tous les jeudis, le podcast de Yves Lantier qui parle de hockey junior, de la Ligue nationale de hockey. Vous ne voulez pas rater ça tous les jeudis, ici, en direct. Et pour commencer, je vais faire entrer notre premier invité qui vient de Bécomo, bien évidemment, notre PO Normand national. Salut PO! Hey! Salut PO, comment ça va? Ça va bien. Écoute, petite pause pour ma part. Là, j'avais une blessure au haut du corps, donc ça me fait du bien de revenir au jeu. Là. Ben oui, je l'espère. Puis comme j'ai dit dans l'intro aujourd'hui, on a des gros sujets à aborder. Et quand on dit gros sujets, qui d'autre que Sam, le gérant d'estrade, va venir en parler aussi avec nous? Salut Sam! Salut! Comment ça va? Ça va toi? Et ben vous? Oui, ben oui. Vous? Là, messieurs, je veux vous amener dans les actus de la Ligue nationale de hockey avant de parler du congédiement de Serge Beausoleil. J'en ai glissé un mot dans l'intro. On a tous vu le plaquage de Kyle McCarr sur Jared McCann, messieurs. PO, je vais commencer par toi. T'as pensé quoi de ce plaquage-là? Écoute, j'ai été revisé encore la séquence tout à l'heure avant l'émission. Et quel geste inutile de la part de Kyle McCarr, messieurs. Là, écoutez, le jeu était terminé. Bon, une petite bousculade aurait pu s'en suivre parce qu'on est en série. Mais Kyle McCarr qui va carrément finir sa mise en échec, transpose Jared McCann dans la bande. On va le dire à bon québécois, il l'étend comme une mouche. Ça n'a même pas lieu d'être. De mon côté, je trouve que c'est inutile comme geste. Et Sam, sur le jeu, on a donné un 5. Andy Saucier le fait mention aussi. On a donné un 5 en premier lieu sur le jeu pour ensuite se raviser et donner un 2 minutes. T'as pensé quoi de ça? J'ai pensé que c'est l'arbitrage de la Ligue nationale. Tu sais, ça ne m'a pas surpris. Une journée, c'est ça. L'autre journée, ça va être ça. Tu sais, demain, il peut arriver le même... aujourd'hui, il pourrait arriver le même genre de check et ils vont avoir 5 minutes, ils vont réviser puis ils vont le garder. Mais hier, je ne sais pas si le fait que le nom du joueur soit Kyle McCarr, ça a changé de quoi. Moi, je pense que oui. Cette ligue-là, c'est une ligue qui protège les vedettes et qui ne protège pas les joueurs, ce qui devrait être le contraire. Peu importe le nom dans le derrière du gilet, tu sévis ou tu sévis pas, un des deux. Mais moi, ce qui me dérange, c'est j'ai regardé les commentaires sur les vidéos des sites qui postaient le hit, puis la plupart des gens disent qu'il n'y a pas de suspension. Je veux dire, c'est la définition d'une obstruction. Premièrement, il n'y a aucune rondelle là, puis le coup n'est pas à la tête, mais le joueur, la tête, la première dans la bande, c'est une commotion cérébrale que le gars a eu, là, on ne se cachera pas.
Puis Dave Axel a déjà annoncé que McCann ne sera pas là Game 5 et qu'il va probablement rater la série au complet et les séries au complet. Fait que je sais qu'il ne faut pas punir la conséquence, mais ça reste que la conséquence du geste, ça reste que ça donne un coup à la tête. Puis que tu t'appelles Cale Makar, que tu t'appelles Marcus Foligno, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis je suis pas mal sûr que ça avait été Marcus Foligno qui aurait fait le geste. Il y avait un 5 minutes puis il y aurait eu 4 games de suspension. Mais là, vu que c'est Cale Makar, il n'y a pas eu de 5 minutes, mais j'espère au moins qu'ils vont avoir un match. Moi, je pense que ça en mérite 2. Mais vu que c'est Makar, ça va être 1. Mais s'il n'y a pas de suspension, c'est une vraie joke. Là. Je sais pas, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi. Là. Ben c'est ça. Déjà là, comme tu as mentionné, il n'y a même plus la rondelle sur le jeu. Je crois qu'il est dans le filet protecteur. Donc, aller, admettons, l'accoter sur la bande, je peux comprendre. Tu sais, l'amener vers la bande, OK. Mais aller le giler, quand on est en arrêt de jeu, la POC n'est même pas là. Pourquoi? Dis-moi où est l'utilité de faire ça, de un. Et deuxièmement, on s'entend, s'il n'y a pas de suspension, les joueurs du Kraken vont le cibler, mais pas à peu près. Ouais, ça va dégénérer. Là. Puis, j'adore Cale Makar. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale. C'est un de mes joueurs préférés. J'ai un gilet de Cale Makar, mais c'est rien contre le gars, mais à un moment donné, il faut que tu répondes de tes gestes. McCann là-dessus, je pense que c'est un arrêt de jeu. Je pense que la POC était genre d'un filet protecteur. Oui. Fait que lui, le gars, il s'attend pas pendant tout à se faire frapper. Fait qu'il est pas raide, il est mou. Là. Puis il se fait plaquer. C'est l'équivalent d'un gars qui se fait geler, genre quand il va changer, puis que il s'attend pas pendant tout à se faire frapper. Le gars est vulnérable. Puis je pense que dans le règlement, je sais pas trop, là, quand un joueur est vulnérable, c'est qu'il faut pas que tu le frappes. Puis le gars, il est vulnérable là-dessus. Là. Fait qu'il n'y a aucune bonne raison de ne pas donner une suspension à Cale Makar. Mais là, la Ligue nationale a le spotlight. Là, parce que c'est une super vedette. C'est comme si Matthews avait fait un coup de genou, un double échec d'en face. Matthews a déjà été suspendu pour ça d'ailleurs. Mais. Tu sais, je vais vous ramener il y a 2 ans, lorsque le Canadien de Montréal affrontait les Jets de Winnipeg et que Mike Scheifele a carrément fait un genre de. Jake Evans avait marqué dans un filet désert en fin de match et Mike Scheifele, qui est, à mon avis, aussi considéré peut-être pas un superstar, mais un joueur au même étoile de la Ligue nationale, avait quand même eu 4 matchs de suspension. C'est pour ça que moi, j'abonde dans le même sens que Samuel en disant que j'espère qu'il y aura une suspension. Et moi, je passerai le mémo. Là. Suffit le niaisage. Un 2 matchs minimum là, à Cale, puis justement là, pour le geste inutile qu'il vient d'apporter. Puis surtout, il vient de blesser un joueur. Oui, on est en série, là, mais juste une bousculade après le sifflet, ça aurait pu faire sa job. Écoute, là, ça n'avait pas lieu. Donc là, messieurs, Sam, tu as déjà fait l'exercice, PO, non. Si vous êtes le préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey, vous donnez quoi comme conséquence à Cale Makar? PO, je te laisse commencer. Écoute, première des choses, je fais filer cheap Cale en s'il vous plaît lors de l'appel. Je mets une certaine abstention. Puis de mon côté, écoute, pas de demi-poudre, pas de demi-mesure. L'appel a été ramené sur la glace, ça ne me dérange pas. Cale, tu vas passer les 3 prochains matchs assis dans les gradins, puis tu mangeras des hot dogs avec tes amis. Dans ton cas, Sam? Ben, vu qu'on est en série, puis en série, on dit qu'un match en vaut 2, je donnerais 2 matchs, comme je l'ai dit plus tôt. 2 matchs, fait que ça équivaut à 4 matchs de saison régulière. Mais par contre, je pense qu'ils vont avoir un match. Ça, c'est ma prédiction. Puis aussi, ce qui joue je pense qu'il va jouer dans la balance, c'est qu'on est rendu au match 5 de la série. Fait que c'est 2-2. Si l'Avalanche met 3-1, je pense qu'il aurait peut-être pu donner un 2 ou 3, un 2 matchs pour qu'il revienne peut-être la Game 7. Mais là, vu que c'est 2-2, je pense qu'il dit s'il en enlève Makar pour 3 matchs, ça ne revient pas de la série. Moi, je pense qu'ils vont tout là-dessus, ça va jouer. Là. Ils vont penser à l'Avalanche qui peut perdre la série au lieu de penser à Jared McCann qui s'est fait geler puis il y a une commotion cérébrale. Je pense que c'est ça qui est désolant dans l'histoire. Fait que moi, je dis 2, mais j'ai 1 puis peut-être même 0. Je ne serais pas surpris que National donne 0 match de suspension à Cale Makar. Puis encore là, l'amende serait de quoi? De 5 000 $? Oui. Les amendes, l'arrêter, là, ça n'a aucun poids. Là, aucun poids. Même dans la LHJMQ, quand ils donnent des amendes,
Tu donnes des amendes à Patrick Roy. Le gars peut acheter le Québec s'il veut. Puis on regarde ça, tu sais. Makar gagne quoi? 9 millions, si je ne me trompe pas. Environ, oui. Donc, 5 000 $ pour un gars qui gagne 9 millions, c'est du change. C'est rien. L'amende sert à rien. Mais là, messieurs, je veux vous emmener ailleurs en parlant de blessés. Mark Scheifele est le nouveau blessé des Jets. Il rejoint sur la liste Nicolas Ehlers et Josh Morrissey. Est-ce que pour vous, c'est la fin pour les Jets dans le prochain match? Écoute, si c'est pas la fin, on va commencer à manquer de pièces maîtresses dans pas longtemps. Écoute, Josh Morrissey qui connaissait une excellente saison, sa perte vient faire mal. Nicolas Ehlers, bon, OK. Là, Mike Scheifele, qui justement, lors du dernier match, avait quand même marqué un gros but. Ça commence à faire mal du côté des Jets. J'ai hâte de voir quel joueur. On dit tout le temps qu'il y a certains joueurs qui se lèvent en série. J'ai vraiment hâte de voir qui va se lever du côté des Jets, mais on va manquer de munitions tantôt. Oui, exact. Moi, tu as dit joueurs qui vont se lever. Probablement, dans mon cas, je crois à Kyle Connor, qu'il faut qu'il se lève encore plus. Blake Wheeler. Dans ton cas, Sam, toi, tu penses que c'est qui devrait se lever du côté des Jets? Ben, tu les as nommés, puis je pense qu'il reste 3 bons joueurs. Pierre-Luc Dubois, je dirais Pierre-Luc Dubois. Mais hier, Blake Wheeler a joué un match incroyable. Pour vrai, il s'est levé. Il a joué, il a fait son leader. J'ai aimé son match. Kyle Connor, match difficile. Selon moi, ça a été un match difficile pour Kyle Connor, mais il avait quand même très bien joué dans les autres matchs. Mais c'est sûr que les Jets, moi, je pense que la défaite en deuxième prolongation a fait très mal. Puis la perte de Morrissey dans ce match-là fait mal parce que justement, il était en deuxième prolongation. La défensive des Jets, c'est leur faiblesse. Fait qu'ils ont joué à 5 défenseurs pendant presque tout le match et 2 prolongations. Moi, je pense que c'est là que la série s'est jouée dans ce match-là. Mais s'il n'y avait pas de blessés, mettons, Ehlers jouait, Morrissey jouait, puis Scheifele ne s'avait pas blessé, moi, je pense que les Jets auraient gagné cette série-là. Les Golden Knights, là, oui, OK, c'est beau, ils vont peut-être passer en 5, mais s'il n'y a rien de concluant, selon moi, dans les Golden Knights, ils ont l'air aussi maganés, puis Laurent Brossoit, présentement, fait la job, mais je ne suis pas sûr qu'il va faire la job contre les Oilers ou les Kings. Fait que ça va être difficile pour les Golden Knights dans la prochaine ronde. Je crois que PO les a mis en finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights, mais les Jets, je trouve ça plate. Une autre équipe canadienne qui va baisser pavillon. Mais bon, les blessures font partie du jeu, malheureusement. Puis là-dedans, il n'y a pas de coup salaud. Il n'y a pas de coups qui ont mis à terme à une blessure. C'est vraiment des blessures hockey qu'on appelle. Puis Ehlers puis Perfetti, eux autres n'ont pas joué encore en série. Je pense qu'Ehlers pourrait revenir au jeu peut-être, mais Scheifele, je pense pas qu'il va revenir, puis Morrissey non plus. Ouais, c'est ça le problème. Par contre, bonne nouvelle du côté des Stars de Dallas, hier, Joe Pavelski a participé à un entraînement sur patin. Sam, t'en penses quoi du potentiel retour de Joe Pavelski dans la série face au Wild? Je pense pas qu'il faut être de retour dans la série face au Wild. Je pense qu'il prépare un éventuel retour si les Stars vont plus loin en série. Mais je pense qu'ils vont être doublement prudents parce que Pavelski, on sait que c'est pas sa première commotion cérébrale. Puis je pense qu'avec les poursuites des dernières années des avocats, des coups à la tête et tout, je pense que les équipes sont plus prudentes et il y a des protocoles plus serrés. Mais c'est un léger entraînement. Là. Il a mis patin et il est allé patiner. Fait que, il n'y a aucun retour au jeu de prévu, je pense, pour Pavelski dans cette série-là. Mais si les Stars continuent en série, moi, je pense que Pavelski va revenir. Là. Mais Pavelski, c'est un joueur que j'aime. Puis, il est en fin de carrière. Fait que c'est pas le temps d'hypothéquer ce reste de vie pour les séries non plus. Là. Fait que j'espère qu'il va revenir, mais j'espère que s'il revient, ça va être la bonne décision et non pas parce qu'il faut gagner, il faut que tu joues. Exact. Puis on en a vu des cas de blessures où est-ce que les joueurs reviennent de blessures pour continuer la série. On s'entend que Victor Hedman n'est probablement pas à 100%. Ça, c'est sûr. Braden Point aussi. Théo, dans ton cas, si Pavelski te demande de revenir au jeu, si t'es Peter DeBoer, tu fais quoi? Ben écoute, Samuel l'a mentionné, il y a un protocole présentement qui fonctionne au niveau de la Ligue nationale. Une blessure à l'épaule, une blessure à un genou, c'est
pas considéré de la même manière qu'une blessure à la tête. On le sait, là, les commotions sont telles qu'on ne prend plus vraiment de chance et il y a vraiment un protocole au niveau de la Ligue nationale que le joueur doit être capable de remplir tant de questions et il y a une évolution aussi les jours subséquents à la commotion cérébrale pour voir justement si tu es capable de clearer le protocole. Maintenant, pour Pavelski, écoute, là, c'est une série qui est quand même 2-2. Probablement qu'on a voulu lui donner la chance d'essayer de se mettre sur patin, mais je prendrais ça vraiment avec attention. Présentement, là, du côté là, de Dallas, ben, c'est sûr qu'on a une bonne et jeune équipe. Est-ce qu'on veut absolument ramener Pavelski immédiatement? Écoute, je serais prudent. On n'y est pas avec des blessures à la tête, puis nécessairement, même si c'est 2-2, on n'est pas en game 7 encore. Là, il peut se passer encore des choses avant qu'on le ramène. OK. Mais si je peux rajouter quelque chose, la différence entre des blessures, mettons, au genou, à l'épaule et tout, ça, c'est le joueur qui décide s'il veut jouer. Mais les blessures à la tête, c'est un médecin qui décide. Puis, même si le gars dit qu'il a plus mal à la tête, il y a quand même les médecins sont quand même capables de voir, dans les yeux, et je pense, des affaires de même, que si le joueur il est prêt à venir ou non. Même si le gars ment sur son état de santé, les médecins ont des signes sur une commotion cérébrale avec des tests. Fait que c'est le médecin qui va décider. C'est ça la beauté de la chose, je dirais, là, que Pavelski, même s'il veut jouer, le médecin, s'il dit non. Je pense que Nicolas Hiller, c'est un peu ça aussi. Là. Je pense que c'est une commotion qu'il a. Fait qu'il n'a pas reçu le feu vert des médecins. Fait que tu peux jouer avec une cheville cassée si tu veux. Mais les commotions, au moins, c'est pas le joueur qui va décider de mettre sa vie en danger. Ça va être le médecin. Fait que exact. C'est bon. On n'est plus dans le début des années 2000 avec l'exemple qui revient tout le temps. Paul Kariya. Paul Kariya. on est loin de ces années-là. Et oui. Mon Dieu. Oui, non, écoutez, même pour prendre un exemple plus près de nous, là, même du côté de la Ligue junior majeure du Québec, lorsqu'on est en série ou même en saison régulière, si le joueur subit une commotion, c'est un minimum d'une semaine sortie. Oh. Donc, écoutez, il y a des protocoles quand même qui sont en vigueur, puis c'est sérieux. Non, et puis on laisse faire des commotions, c'est toujours sérieux. Parlant de potentiel retour, demain, ça se peut que le numéro 37 des Bruins de Boston commence les séries. Un Patrice Bergeron. Déjà, on s'entend, les Bruins ont le contrôle de la série, ils mènent 3-1. Avec le retour de Bergeron, est-ce que vous pensez que le cercueil sera fermé pour les Panthers? Écoute, Patrice Bergeron, l'ultime capitaine des Bruins de Boston. Écoute, je vais être honnête, là, je pense que les Bruins n'ont pas besoin de Bergeron pour passer au travers les Panthers, mais quand même, le retour de Bergeron, ça va insuffler un peu. Là, moi, je verrais mon capitaine arriver dans la chambre, je voudrais tout défoncer sur la glace lors du prochain match. Ça pourrait faire la différence. Ben oui, dans ton cas, Sam, le retour de Bergeron, on l'a vu dans les premiers matchs, les Browns ils jouaient pas tant comme en saison, ils ont eu de la mollesse un peu. Est-ce qu'avec l'arrivée de Bergeron, ça va toute la sauce va reprendre du côté de Boston et on va voir l'équipe autant dominante qu'en saison régulière? Ben, je pense que le dernier match, les Bruins ont joué un bon match. Puis c'était peut-être pas les Bruins de saison, mais c'était une équipe qui était quand même en pleine confiance de leurs moyens. Mm-hmm. Même si, en fait, quand on écoutait les gens parler des Bruins, on avait l'impression qu'ils perdaient 2-1 en série. Mais les Bruins étaient quand même en avance 2-1 en série. Et là, c'est 3-1. Puis c'est sûr que le retour de Bergeron, le retour à Boston, 1 + 1 = 2. Je pense pas que les Bruins vont aller jouer un match numéro 6 en Floride. Puis si ça arrivait, je pense que ça donnerait, ça serait peut-être pas une bonne idée de donner du gaz aux Panthers qui ne demandent que ça d'ailleurs. Ouais. Mais c'est sûr que la perte de Bergeron et Krejci fait quand même mal, c'est 2 vétérans. Mais en même temps, ça nous donne une idée des Bruins de l'an prochain, d'après moi, parce que je pense pas que Krejci et Bergeron vont être de retour. Je pense que c'est the last dance pour les deux. Fait qu'on a vu que les Bruins, sans ces deux-là, sont capables d'être une bonne équipe de hockey. Fait que les Bruins, d'après moi, vont être bons pendant plusieurs années. Mais cette année, l'affaire de Last Dance avec l'ultime capitaine, Patrice Bergeron, je pense que c'est un scénario de film là, que les Bruins veulent gagner la Coupe Stanley et finir
finir avec la coupe. Mais c'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Ouais. Mais oui, demain, mercredi soir, les Browns vont closer ça, vont serrer la main à Matthew Tkachuk ou pas. Mais, mais je pense que ça se fait. Dans mon cas, j'ai mis les Browns gagnants en 5 parties. Est-ce que c'est un signe, messieurs? On verra. Mais j'ai pour mon dire de toute façon que du côté des Browns, on a beaucoup de profondeur. Tandis que du côté des Panthers, ben, si on regarde présentement qui mène un peu au niveau des chapitres, c'est Matthew Tkachuk qui mène partout. Et oui, Alex Lyon fait bien. Mais du côté des Browns, là, je suis surpris quand même de voir un Taylor Hall qui fait bien. Écoute, est-ce que c'est l'éclosion enfin inespérée de Taylor? Je lui souhaite. Écoute, on verra. On lui souhaite. Puis il y a 2 joueurs sur moi qui ont hâte de plus voir Matthew Tkachuk. C'est Linus Udmark et Garnet Hathaway qui ont bien hâte de plus voir Matthew Tkachuk. Qui est le moteur des Panthers. Je trouve que l'équipe est un petit peu trop centrée sur lui, mais on espère que les Panthers vont réparer ça l'année prochaine. Et il y a une retraite hier, bon, pas d'une superstar, on parle de Justin Brown, mais je tenais à souligner pareil, ça fait partie des nouvelles. Une bonne retraite à Justin Brown, un bon défenseur, un bon 6 ou 7e défenseur des Flyers de Philadelphie, entre autres. Messieurs, là, grosse nouvelle, la JMQ. Je sais que vous êtes bien capable d'aller sur ce territoire-là. P.O., tu viens d'écouter la conférence de presse de M. Tanguay sur le congédiement de Serge Beausoleil. Qu'as-tu retenu de cette conférence de presse? Écoute, du côté de l'Océanique de Rimouski, on a fait son bilan de saison ce matin. Notre collègue Gabriel l'a écouté en long et en large. De mon côté, j'ai vraiment... j'ai un peu survolé le tout. Mais grosso modo, on laisse sous-entendre probablement qu'on voulait faire un changement de direction. Peut-être que le message ne passait plus du côté de Serge Beausoleil, du côté de l'Océanique de Rimouski. Et on le sait, l'Océanique, présentement, c'est un train qui est en marche pour essayer d'obtenir la Coupe Memorial de 2025. On veut donc avoir une équipe compétitive sur la glace aussi en 2025. Écoute, Serge Beausoleil, qui est un excellent entraîneur-chef, qu'on nous dise que justement le message ne passait peut-être plus. De mon côté, je crois qu'il y a anguille sous roche. Il y a peut-être d'autres choses aussi en plus de ça. Par contre, moi, j'ai beaucoup de respect envers l'équipe de l'Océanique de Rimouski et la famille Tanguay. Je suis certain que présentement, on est déjà en démarche. On doit déjà être prêt à sortir un lapin de notre chapeau pour pouvoir remplacer Serge Beausoleil au poste d'entraîneur-chef et directeur général. Puis on s'entend que quelqu'un comme Serge Beausoleil qui a passé 12 ans à l'Océanique, déjà 12 ans derrière un banc, c'est un miracle dans le monde du sport, on va s'entendre là-dessus. Sam, ton équipe, les remparts n'auront plus de coach. Bon, théoriquement, c'est supposé être Simon Gagné, le remplaçant, mais quand tu vois un coach, la trempe de Serge Beausoleil disponible, est-ce que ça peut changer des plans? Ben, c'est sûr que oui. Même que PO hier en a fait allusion dans notre conversation. Puis même Stéphane Leroux aussi sur Twitter a sorti. Des fois, je me demande si Stéphane n'écoute pas notre messagerie. Mais je pense pas. Je pense pas pour vrai. Surtout que si Serge Beausoleil a été congédié pour des choses qu'il a fait qui sont pas correctes, je pense pas que les remparts vont aller l'engager. Ça serait un peu contradictoire. Puis le fait que c'est Simon Gagné est là cette année, tout le monde le sait que c'est lui le coach l'année prochaine. Il est là pour apprendre de Patrick, puis après ça, prendre le flambeau. J'ai trop de respect pour Simon Gagné pour le tasser d'après y avoir dit ça. Puis je pense que Simon Gagné comprend la nouvelle génération des joueurs. Il connaît les joueurs aussi. Il y a des joueurs qui vont être là l'année prochaine, là, même s'il y en a beaucoup qui vont partir. Ça reste que moi, je pense que l'homme parfait pour les remparts l'an prochain, c'est Simon Gagné, puis ça va être Simon Gagné. Surtout que Simon, c'est un gars de l'ancienne Lorette, c'est un gars de Québec. Là. Je vois vraiment pas Serge Beausoleil prendre le poste à Simon, puis je trouverais ça vraiment triste pour lui de ça. Fait que Serge, je pense qu'il est peut-être dû pour une couple d'années sabbatique. Là. Écoute, là-dessus, la seule chose qui ferait que je pourrais t'obstiner, c'est qu'il faut savoir que Beausoleil aussi est un gars de Québec.
Et il a quand même fait la pluie et le beau temps dans le midget 3A avec le bizarre du séminaire Saint-François. Maintenant, on parle que c'est le chant du cygne de Patrick Roy en tant qu'entraîneur-chef. Est-ce que c'est la même chose en tant que DG? On ne le sait pas présentement. Est-ce qu'un duo Beausoleil, DG et Gagné comme coach pourrait être viable? Écoute, tout est possible. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a des cartes sur la table. Puis Simon Gagné, écoute, c'est plate ce que je veux dire, mais je pense que ce n'est pas seulement en 1 an de coaching dans la Ligue junior majeure du Québec qui va être prêt nécessairement à ramasser une équipe. Par contre, je ne démords pas, puis j'embarque dans l'idée de Samuel que c'est un gars de Québec qui a joué pour les Remparts et qui mérite sa place dans l'organisation des Remparts de Québec. Maintenant, où est-ce qu'il va être dans l'échiquier, je ne pourrais pas vous répondre. Ben, c'est sûr que s'il consulte Simon, il demande, ça dérangerait-tu que Serge vienne, mettons, 2 ans, 2-3 ans avec toi, puis t'es encore adjoint, puis il accepte, puis s'il y a une conversation, oui. Simon est d'accord, ça me dérangerait pas parce que Serge Beausoleil, ça reste un bon coach, pareil, peu importe ce qui s'est passé ou whatever. Puis, il connaît le hockey junior, je veux dire, lui et Patrick, c'est des vieux routiers, fait que ils connaissent la LHMQ de fond de leur poche, ils ont des tours dans leur sac et tout. Fait que si Simon est d'accord de rester entraîneur adjoint puis que les Remparts embauchent Serge Beausoleil, j'ai rien contre. Mais moi, je veux juste pas que ça soit fait contre son gré parce que Simon, c'est un méchant bon Jack. Ouais. Puis, si on dit qu'il donnait le poste, ça ne me donne pas qu'il le donne à quelqu'un d'autre, juste parce que le gars, il a coaché 12 ans puis il a du succès. On s'entend que les Remparts l'année prochaine, même si Serge Beausoleil est coach, ils ne finiront pas premiers. Ils vont finir entre 15 et 18, d'après moi, peut-être un peu plus parce que c'est Remparts. Là. Mais ça va être du milieu de classement vers le bas de classement pareil. Fait que, peut-être que Serge Beausoleil n'acceptera pas non plus de venir coacher les Remparts parce que les Remparts, leurs bonnes années, c'était les 2 dernières années. Il faut savoir une chose aussi, messieurs, c'est que présentement, Simon Gagné, il a le titre de conseiller spécial au DG et entraîneur adjoint. Si on y va, on émet des hypothèses du fait que Gagné reste dans l'organisation et mettons que Beausoleil ramasse la double fonction. Moi, je suis de l'école de penser de plus en plus que le DG doit avoir un adjoint en tant que DG et l'entraîneur-chef doit avoir un entraîneur associé parce que quand tu occupes la double fonction, tu dois être capable d'aller sur la route pour regarder tes choses. Puis je pense que Simon Gagné pourrait camper un très beau rôle d'entraîneur associé ou entraîneur, peu importe le titre que vous voulez lui donner, messieurs, pour les Remparts de Québec parce que je pense que son apprentissage n'est pas terminé. Maintenant, l'intérêt de Beausoleil envers Québec semble répondu. Est-ce qu'il est intéressé? On donne un nom présentement. Est-ce que Beausoleil est intéressé? Parce qu'il y a encore un contrat sous la main avec l'Océanique. Il y a un jeune enfant à la maison. Il va peut-être prendre le temps de relaxer puis de se reposer. Puis, on va se dire la vérité, il va peut-être avoir d'autres ouvertures de poste à travers la Ligue junior majeure du Québec aussi au courant des prochaines semaines. On sait que les Voltigeurs de Drummondville devraient être sur le point d'annoncer un nouveau DG. Du côté de Victoriaville, maintenant, on va avoir besoin aussi d'adjoints bientôt. Il y a des postes qui pourraient s'ouvrir ailleurs. Donc, écoutez, là, je pense que la meilleure des cartes présentement pour Serge Beausoleil, c'est d'être attentif, rester un peu à l'affût, puis de voir un peu comment que la soupe va se brasser à travers la Ligue des prochaines semaines. Exact. Puis dans le cas de Serge Beausoleil, comme tu as mentionné, est-ce qu'il y a des équipes qui pourraient être pragmatiques et congédier leur coach dans le but de l'amener ici? Écoutez, le hockey junior n'est pas une business aussi facile que la Ligue nationale. La Ligue nationale, on est capable de dire que on tasse quelqu'un puis on va accepter de le payer pendant plusieurs années. Si je prends, par exemple, une équipe présentement comme Rimouski qui a décidé de faire des chemins distincts avec Serge Beausoleil, Beausoleil, en étant encore sous contrat à l'organisation, c'est qu'on assume qu'on voulait vraiment faire un changement de cap et on assume qu'on devra le payer. Donc, du côté d'une autre équipe dans la Ligue junior majeure du Québec, si on décide, par exemple, d'amener Beausoleil derrière le banc, c'est qu'on doit avoir nécessairement de la place pour lui ou qu'on doit assumer à gros coûts de payer un entraîneur ou quoi que ce soit là-dessus. Là. Donc, voilà. D'accord, là-dessus. Et si vous aviez à vous mouiller sur la prochaine question, sans vous, où pourriez-vous voir Serge Beausoleil l'année prochaine, s'il coach l'année prochaine, évidemment?
Ben moi, c'est parce qu'il y a l'affaire du congédiement qui est encore nébuleux aussi. Ouais. Fait que je pense pas que des équipes vont sauter sur Serge le lendemain de son congédiement parce que peut-être que les équipes sont plus au courant que les partisans comme nous. Mais vu que c'est nébuleux et que ça s'est fait un peu comme c'est une surprise un peu, je pense que vu que c'est comme passé quelque chose, peut-être qu'ils vont être réticents. Puis moi, je pense pas que Serge veut coacher immédiatement une nouvelle équipe parce que ça fait quand même 4 et 12 ans de même place. Je pense pas qu'il va sauter sur la première job. Mais s'il y a une équipe que je le verrais, je pense que ça serait Chicoutimi. Chicoutimi, en plus, je pense que c'est Yannick Jean qui est là. Ça colle pas vraiment, je pense, avec les joueurs. Ça fait une couple d'années qu'ils ont quand même des bonnes équipes. Je sais que l'année de la COVID, malheureusement, la saison s'est terminée. Il y avait Hervé Pinard qui était là et tout. Mais je pense que ça serait un bon fit pour Serge. Puis en plus, ça serait une rivalité de Québec. Fait qu'il serait encore les remparts autant qu'ils aient ici avec l'Océanique. Fait que je pense que ça pourrait renaître la rivalité rempart versus Saguenay comme dans le temps de Patrick Roy et Richard Martel. Ça fait vraiment bien. C'est Richard Martel, c'est ça son nom? Oui, Richard Martel comme Patrick Roy, oui. Et toi, PO, là, je te laisse le prononcer aussi. Je connais pas la situation au Dracard, mais Serge Beausoleil, comme coach de Bécomo, t'en penses quoi? Écoute, première des choses, à ce que je sache présentement, Jean-François Grégoire est encore en poste en tant que GM et coach. Donc, j'irai pas annoncer que coach Grégoire est parti. Mais je vais sortir, par contre, des champs battus, puis je vais vous sortir une balle courbe. On en a discuté hier longuement et il y a quelqu'un dans le groupe à la coupe qui a lancé quelque chose puis ça a cheminé en moi. Oui, on a parlé des remparts de Québec, mais je crois qu'il y a une équipe qui a justement besoin d'un vieux routier et qui a besoin de quelqu'un qui pourrait faire la double fonction. Et on l'appelle l'Armada de Blainville-Boisbriand. Oh. Donc, je vous sors une balle courbe qu'au courant des prochaines semaines, est-ce que justement un Serge Beausoleil qui devient disponible, ça pourrait être intéressant pour l'Armada? Écoutez, moi j'aime ça. C'est du hockey junior. On vend du stuff, on vend du spectacle. Pourquoi pas? Ou sinon, écoutez, ça j'y crois moins, mais une cause probable, écoutez, il y a un poste qui s'en vient disponible avec les Lions de Trois-Rivières dans la East Coast League. Est-ce que Serge Beausoleil va se laisser tenter à monter là-bas? Peut-être. C'est possible, mais connaissant un peu l'homme, Serge Beausoleil est un homme très intelligent, il va savoir être patient et dénicher la meilleure offre pour lui. OK, j'aime ça. Vous êtes mouillés les deux. Donc, on va voir si ça arrive, bien évidemment. Maintenant, messieurs, on va aller dans la Ligue nationale de hockey. Il y a eu des matchs de série hier. On va commencer par le premier. Victoire des Golden Knights de Vegas par la marque de 4-2 sur les Jets de Winnipeg. Vegas mène la série 3-1 maintenant. Sam, je crois que tu as regardé ce match-là. T'en as pensé quoi du match? Ça a quand même été un match serré parce que, tu sais, on s'entend que Mark Scheifele a joué 2 minutes, je pense. C'est blessé en première période. Puis c'est pour ça qu'on en a parlé un peu au début du podcast, que je pense que les Golden Knights passeront pas plus loin que les Jets parce que les Jets sont maganés. Il leur manque 3 de leurs 4 meilleurs joueurs. Et les Golden Knights ont quand même de la difficulté à les battre. Mais ça a été un bon match. C'est une série qui est très physique. Il y a beaucoup de mises en échec. Je pense qu'ils ont pété le 120 mises en échec 2 fois à date. Quand même, ça frappe. Puis c'est pour ça qu'il y a des blessures aussi. Je sais que Braden McNabb, hier, côté de Vegas, a reçu une mise en échec à l'épaule. Puis ça avait comme s'il avait un peu débarqué son épaule. Fait que je ne sais pas s'il était revenu au jeu. Là. J'ai zappé un peu avec l'autre match. Mais ça a été un bon match. Mais il manque clairement de talent offensif présentement avec les Jets. Kevin Stenlund, il était avec les Blue Jackets, c'est un 4e centre. Là, il joue du 3e centre. Axon Philhabi, qui a joué dans la Ligue américaine, qui était le 13e attaquant des Jets cette année, joue régulier. Il manque vraiment de talent, de punch offensif des Jets, puis ça va leur coûter malheureusement la série. Je vois pas comment les Jets pourront revenir dans même que les Jets pour un match numéro 6 à Winnipeg, je ne sais même pas comment les Jets pourraient faire.
De toute façon, les Golden Knights sont en train de nous faire un Lightning de Tampa Bay version 2023, là, avec un Mark Stone qui revient au jeu miraculeusement, tel Jésus à Pâques. Écoutez, là, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis les Jets à perdre contre les Golden Knights, et c'est pourquoi je pense que les Golden Knights vont se rendre un peu plus loin, parce qu'ils nous ont fait le coup là, de la résurrection d'à peu près tous les gars qui étaient blessés. Du côté des Jets de Winnipeg, écoute, je vais être honnête, je trouve ça plate parce que c'est une belle petite organisation qui, je crois, ont des bons joueurs, mais au fil des années, on dirait qu'on n'est jamais capable de pousser pour se rendre plus loin que la deuxième ronde. Écoute, c'est le genre d'organisation qu'on va arriver au point de cassure à un moment donné, de voir qu'est-ce qu'on fait. Une chose est sûre, c'est qu'enfin, Josh Morrissey est clos. Est-ce que, on entend la fameuse rumeur pour Pierre-Luc Dubois. Est-ce qu'on va savoir monnayer Pierre-Luc Dubois du côté des Jets? Je l'espère. Parce que si on n'est pas capable d'obtenir à fort prix Pierre-Luc Dubois, on a un foutu problème parce qu'on a quand même payé un Patrick Laine là, pour l'avoir. Donc, maintenant, ça en suivra ce qui va arriver. Mais du côté des Jets, là, je pense que l'infirmerie déborde. Puis, comme Sam le dit, là, quand on est rendu à faire jouer des pièces sous l'échiquier qui n'étaient peut-être pas présents régulièrement lors de la saison, là, ça commence à être difficile. Ça commence à être très difficile. Est-ce que pour vous, le prochain match est le dernier pour celui-là des Jets? Oui. Oui? Oui, game à Vegas en plus. Si Nicolas Healer joue, peut-être que les Jets peuvent jouer avec l'énergie du désespoir. Parce que les games sont, tu sais, on s'entend que malgré tout, là, une game en deuxième prolongation puis une game de 4-2 avec dans un fait désert, c'est des matchs très serrés. Les Jets se battent très bien. Mais comme P.O. a dit, la saga Pierre-Luc Dubois, en plus, c'est comme la dernière année pour les Jets parce que là, Wheeler vieillit, puis Dubois veut partir. C'est vraiment nébuleux, puis on n'a pas de défenseur, on n'a pas de défensive, en fait. On a Josh Morrissey, mais à part ça, là, Dylan DeMello, je suis désolé, là, mais c'est un 5e défenseur, puis il joue dans le top 4. Ouais. C'est triste, mais pour répondre à ta question, selon moi, oui, mais j'espère que non. Parce que moi, des matchs qui vont 6 en 7, c'est ce que je veux. Fait que, j'espère que non, mais moi, je pense que ça se termine en 5. Je sais pas c'est quand, parce que là, tout est chamboulé. On avait 4 games par soir, puis là, la NBA nous coupe les vives, comme on dit. Dans ton cas, toi, P.O., est-ce que les Jets vont, au prochain match, leur saison se termine? Je vais vous ramener à mon tableau des séries. J'ai dit les Golden Knights en 5. Donc, ça se résume ainsi. Ouais, mais je vais regarder le tableau des séries. Je l'ai dans le PC. Je suis le seul que mon bracket est déjà en danger. Fait, je dis les Jets en 7. Donc, ça part mal. Ça part très mal. Parlant d'aller mal, il y a une équipe qui va quand même mal parce que l'autre, c'est une équipe surprenante. L'Avalanche va mal. Et le Kraken tient énormément les champions de titre de la Coupe Stanley. Je pense qu'on ne s'attendait pas à autant de compétition de la part du Kraken de Seattle. Théo, t'en penses quoi de cette série-là? Je ne sais pas pour toi, vite. Moi, j'avais dit l'Avalanche en 6. Toi aussi, de ce que je comprends. Et Sam, t'as dit l'Avalanche en 5. Ouais, je suis mort. Sam est busté, mais l'Avalanche est pareil. Écoute, moi, la seule chose que ça me fait me rendre compte, c'est comment est-ce que c'est difficile de faire un retour en série l'année après avoir s'être rendu jusqu'au bout. Les blessures viennent hanter l'équipe. Écoute, des petits bobos. Les joueurs ne jouent peut-être pas à 100%. Bon, l'incident de Cale Makar demain, qu'on a hâte de voir la résultante. Moi, de mon côté, c'est là que je me dis que comment est-ce que la préparation physique puis l'utilisation des joueurs avec les petits bobos vient faire la différence en séries éliminatoires. Dans ton cas, Sam, est-ce qu'on pourrait dire que l'absence de Gabriel Landeskog commence vraiment à apparaître? Ben oui, c'est sûr que ça paraît parce que je pense que l'Avalanche s'attendait à ce qu'il revienne. Tu sais,
je pense que l'Avalanche se sont dit on fera peut-être pas autant de moves à date limite pour avoir parce qu'on va avoir notre capitaine Daddy Landeskog qui va revenir. Puis là, je sais pas s'il est au courant ou c'est vraiment une surprise qu'ils l'ont pris en même temps que nous, mais quand on a su qu'il n'en jouerait pas, c'est un dur coup. Puis on a perdu Nazem Kadri aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ces deux gars du top 6 qui s'en vont. Puis t'en as pas rajouté. Là. Puis Nichushkin. L'histoire nébuleuse de Valérie Nichushkin, qui j'espère que tout est correct pour lui parce qu'il est parti avec de la sécurité, il a pris l'avion. Moi, je suis sûr qu'il est retourné en Russie, puis moi, je pense que c'est passé de quoi avec sa famille. On a vu l'histoire de Matvei Michkov avec son père qui. C'est la Russie pour vrai, là, quand c'est rendu dangereux pour les joueurs de hockey, c'est parce que ça va vraiment pas bien. Là. Mais j'espère que tout est correct pour lui, mais je pense pas qu'on va le revoir dans cette série-là. Mais oui, c'est une surprise. Puis je pense que Loric avait quelqu'un dans mon entourage qui disait que c'était sûr que l'Avalanche allait en finale. En tout cas, il peut aller se rhabiller, là, ce petit jeune homme. Exact. Et dans ton cas, PO, on s'attendait vraiment à ce que Seattle tienne autant l'Avalanche que ça. Dans tous les matchs, si je ne me trompe pas, le Kraken prend tout le temps l'avance de 2 buts. Puis après ça, l'Avalanche soit nivelle la marque ou réussit à remonter, mais on ne s'attendait pas à ça du Kraken, je crois. Du tout. Surtout qu'on se rappelle que c'est une équipe d'expansion que l'an passé, au repêchage d'expansion, on était tous comme c'est quoi ces choix-là? Ouais. Écoute, et du côté du Kraken de Seattle, la mayonnaise semble avoir prise. Écoute, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. On semble être bien appliqué comment on fonctionne. Le système de jeu est hermétique. Puis, comme tu le mentionnes, la perte de certains joueurs du côté de l'Avalanche est aussi nuée. Présentement, là, du côté du Kraken, c'est Daniel Sprong qui est le meilleur marqueur avec un but, une passe. C'est sûr que c'est pas la mer à boire. Par contre, on est beaucoup sur une technique d'équipe parce qu'il y a plusieurs joueurs qui viennent faire la différence et qui apportent un peu l'eau au moulin du côté du Kraken qui fait en sorte qu'on surprend l'Avalanche. Mais au final, je pense que l'Avalanche du Colorado est une équipe beaucoup trop puissante, à moins d'une surprise réelle qui peut se produire. Il y a tout le temps des équipes Cendrillon, mais je ne pense pas que l'Avalanche va se faire passer par le Kraken. Mais regardez ça, les gars. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait avoir un match numéro 7 dans cette série-là? C'est possible. Je pense que la décision de la nationale, comme j'en avais dit au début, ça va avoir un poids énorme sur cette série-là. Mais il ne faut pas que la Ligue nationale se base là-dessus. Mais ça reste que si Makar pogne 2 matchs et que l'Avalanche perd le prochain au Colorado, ils s'en vont jouer un match numéro 6 à Seattle où l'ambiance est survoltée. Oui. Je pense pas que l'Avalanche peut se permettre de perdre le prochain match pour aller à Seattle faire face à l'élimination. Mais la suspension, entre guillemets, de Cale Makar est un point important. L'absence de Nichushkin, ça reste que l'Avalanche, là, je comprends que c'est les champions, mais Landeskog blessé, Nichushkin qui n'est plus là. Makar risque de manquer à un moment donné. Pierre Georgiev a très bien gardé les buts. C'est pas un problème de gardien de but. Seattle a complètement dominé le match hier. Il méritait de gagner. Jalen Schwartz, 11 lancés au but hier pour Jalen Schwartz. Puis, il ne faut pas oublier qu'il manquait Jaron McCann il a joué 3 minutes 38. Et aussi, il manque Andrei Burakovsky, l'ancien, un autre perte que l'Avalanche a perdu, qui n'a pas joué depuis. Grubauer. Ouais, Grubauer qui est le Revenge Tour en même temps. Exact. Mais Burakovsky qui n'a pas joué depuis un méchant bout, là, ça reste que si tu rajoutes Burakovsky au Kraken, c'est une équipe qui est beaucoup plus compétitive selon moi. Là. Fait que j'aime le Kraken, comment ils ont bâti, mais pour le hockey, ça serait peut-être mieux que l'Avalanche gagne pour les prochaines séries. Ça reste que ça joue sur la glace, fait que l'équipe qui va sortir gagnant, je vais respecter ça. Moi, j'avais dit l'Avalanche en 5 parce que je ne croyais pas partout au Kraken, mais tant mieux. Comme j'ai dit au début, j'aime les séries en 6 et en 7. Fait que, pourquoi pas en avoir une de plus. Ça fait vendre la bière et du popcorn. Allez-y. Et voilà. Et voilà.
Parlant de la prochaine série, je ne sais pas pour vous, mais les 2 victoires de 5-1 des Rangers me donnaient peur que la série allait finir plus tôt qu'on le pensait. Mais là, les Devils sont revenus par 2 victoires très serrées, 3-1 et le dernier match était 2-1, le match numéro 3. C'est une série où aucune des équipes gagne à domicile. On me fait dire que les Devils et Rangers ils ont échangé de domicile pour les prochaines séries pour avoir plus de chances de gagner. Mais blague à part, moi je suis content du fait que la série est rendue 2-2. Pour vous, les gars, est-ce que vous êtes contents du fait qu'on recommence à avoir une série du côté des Rangers face aux Devils? Ben écoute, du côté, c'est pas comme si les équipes avaient fini. C'est pas comme si on était une équipe première et une équipe huitième, comme à l'époque où le 1-8 s'affrontait. C'est 2 équipes qui ont fini très proches au calendrier, au classement général. Présentement, la seule chose, c'est que, bon, on va en parler un peu plus tard, mais du côté des Devils, il y a l'éclosion d'un gardien de but et il y a surtout Jack Hughes qui tout feu, tout flamme. Donc, ça aide beaucoup. Est-ce que la jeunesse va compenser par rapport à la sagesse? Lors du dernier match, Shesterkin semble avoir été blessé. Je ne sais pas s'il est revenu dans le match, là, mais écoute, ça aussi, ça pourrait être un facteur important pour les Rangers de New York. Dans ton cas, à toi, Sam, est-ce que tu penses que le momentum a tourné pour le reste de la série ou les Rangers pourront revenir et percer la muraille à Kira Schmid? Ben moi, je laissé lors du podcast à la Coupe jeudi, je disais que cette série-là, c'était la plus décevante. Parce que c'était 2-0, puis sérieusement, c'était pas des games serrés. Mais je dois avouer que heureusement, les Devils me la mettent d'en face. Parce que je les avais enterrés. Mais Akira Schmid, ça me fait penser à Cam Ward un peu, là, le gars qui arrive. Je compare pas les deux, mais je comprends l'histoire, il est un peu pareil. Le gars arrive en série, et là, oui, il a juste joué 2 matchs, puis hier, il n'a pas volé le match pendant tout. Là. Les Rangers ont shoté même pas 25 lancés. Là. Un gardien recru comme ça, tu te dois de lancer la rondelle vers le filet. Le gars, tu sais, c'est pas un gardien qui a de l'expérience. Puis ils ont tout fait le contraire hier. Puis Gérard Galland, Daramo, il était pas très content après le match. Mais si les Rangers sont sortis en première ronde par les Devils, c'est un échec monumental pour cette équipe-là. Avec Patrick Kane, Vladimir Tarasenko qui ont été cherchés. Les Rangers sont de loin supérieurs aux Devils, selon moi. Puis l'avantage à la glace, moi je pense qu'il n'y en a juste pas d'avantage à la glace. Les gars font de l'autobus pour aller à Odo Game. Il n'y a pas de voyagement en avion, il n'y a pas rien. Il y a autant de fans des Rangers au Madison Square Garden qu'au Prudential Center. Prennent le métro. C'est ça. L'avantage de la glace dans cette série-là est pas pareil comme les autres parce que c'est presque la même ville. On s'entend, là? C'est une rivière qui sépare les 2 villes. Mais sérieusement, je suis content. Comme j'ai dit tantôt, je veux des séries en 6. Celle-là va aller en 6, passer 2-2. Mais moi, j'ai mis les Rangers dans la finale de l'Est. Fait que c'est sûr que pour mon bracket, j'aimerais que les Rangers gagnent. Mais je n'irais pas ça, cette série-là en 7. Les Rangers je pense qu'ils seraient le bâton un peu plus serré avec le stress. Puis les Devils, peut-être que l'innocence de la jeunesse pourrait les faire gagner. Je sais que mon ami Andy Saucier les a mis en finale. Fait que pourquoi pas les Devils qui passent? Moi, ça ne me dérangerait pas, mais comme je vous dis, cette série-là est 2-2, mais les matchs sont pas si bons que ça. Je te rejoins sur l'idée du bracket. Moi, je les ai mis champions. Fait que, OK. Je sais pas si c'est toi, Andy. Bon, peut-être que les deux, vous aviez les Devils en finale. Non, pas les Devils, on joue des Rangers. OK, les Rangers, OK. C'est Andy qui est Devils. Moi, j'ai les Rangers champions. Fait que j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va aller. Disons que le fait que la série est rendue 2-2, j'aime ça pour le hockey. Pour mon bracket, un petit peu moins. Mais j'ai dit les Rangers en 7. Donc, on va voir où est-ce que ça tout est possible. Aller. Toi, P.O., Sam a subi l'idée, la pensée du fait qu'Akira Schmid nous fait penser à Cam Ward, au Matt Murray, au Jordan Binnington de ce monde-là. Est-ce que tu fais partie des gens qui croient à cette pensée-là? Écoute, je ne suis pas tant un prophète des gardiens de but qui éclosent en série. Moi, je suis plus de l'école de penser
on travaille avec un gardien de but. Et présentement, du côté des Devils, Akira Schmid, c'est un peu le choix ou pas de choix. On va y aller avec toi, puis on va vivre avec toi. Présentement, est-ce que l'équipe s'est carrément réunie autour de lui? Puis, Sam l'a mentionné hier, les Rangers, ils n'ont pas vraiment permis à Akira Schmid de travailler très, très fort. Maintenant, pour le reste des séries, moi, je crois que les Devils vont gagner par rapport aux Rangers. Ce qui devrait se passer, par contre, c'est qu'en deuxième ronde, c'est là que ça va être un peu plus difficile. Je crois que du côté des Devils du Jersey, comme on est une jeune équipe et que dans les buts, on est tout aussi jeune, mais ça va finir par nous nuire. Et je crois justement là, que du côté des Devils, on peut vivre un rêve, un conte de fées pour la première ronde, mais ça va s'arrêter là. En parlant de conte de fées qui pourrait ne pas s'arrêter en première ronde, le match d'hier, les Maple Leafs ont fait une remontée de 4-1 pour l'emporter en prolongation. Victoire des Maple Leafs et ils prennent les devants 3-1 dans la série. Moi, en tant que faux partisan du Lightning dans cette série-là, j'avais envie de tout casser. Vous deux qui avez mis les Maple Leafs pour dépasser le Lightning dans votre bracket comparé à moi, selon vous, est-ce la fin de la malédiction à Toronto ou le Lightning pourrait faire une Canadien et revenir dans la série? Moi, je l'avais calé que les Leafs, c'était cette année. Je l'avais calé l'année passée aussi, mais bon, c'est un détail. Cette année, j'avais la raison. Pourquoi? Les Leafs, Kyle Dubas a fait ce qu'il fallait pour passer. Il était allé chercher Noel Carey et Ryan O'Reilly. Et Ryan O'Reilly, ça change absolument tout. Le gars, il est pas tout. En fait, oui, ça fait de pointage, mais quand on regarde les matchs, il est dans la tête du Lightning. Il fait les jeux défensivement, offensivement. But égalisateur à 30 secondes de la fin lors du match numéro 3. Il gagne la mise au jeu pour le but gagnant en prolongation de Morgan Riley. Ce gars-là fait des jeux qui passent inaperçus, mais c'est des jeux très importants. Puis dans la chambre, je ne suis pas là, mais j'imagine qu'il doit calmer les Marner, les Matthews. Et John Tavares aussi joue du hockey incroyable. C'est les Leafs cette année, c'est leur année pour passer et ils ont bâti l'équipe pour ça. Puis moi, je pense qu'ils gagnent la prochaine. C'est sûr que s'ils perdent la prochaine, ils se mettent dans le trou, puis là, on va encore dire les Leafs. Mais moi, je pense que ça se finit en 5. Ils se retournent à Toronto, la foule va être incroyable. Le Lightning, on l'a parlé de Edman. Edman, j'ai sûr qu'il est blessé. Il a la face rouge. Il n'a pas l'air en forme. Sergachev n'est pas à 100% non plus. Le gars bloque des lancers comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais à un moment donné, c'est une rondelle, ça fait mal. Oui. Puis Braden Point, on en a parlé aussi. Fait que Leafs en 5, je pense que ça serait bon. Puis je suis désolé, mais Toronto, Boston au deuxième ronde, ça serait du bonbon. Ouais, du bonbon. Effectivement. PO, John Cooper, après le match, a dit que son équipe a commencé à jouer pour ne pas perdre et non jouer pour gagner. Moi, je pense que ça a paru énormément. Puis après 3 finales de suite, ton équipe n'a plus de jus et ça paraît. Ça paraît beaucoup. T'en as pensé quoi de ces propos-là de John Cooper? Je pense que John Cooper, présentement, essaie d'acheter du temps. Je vais être très honnête avec vous. On vient de le mentionner, il y a des joueurs qui n'ont plus rien dans le réservoir. Du côté là, des Maple Leafs, on l'a mentionné tantôt, il y a des gros joueurs qui se lèvent au bon moment. Moi, j'ai remarqué une chose hier, l'arrivée d'un certain Matt Nice vient aussi donner de l'énergie à l'organisation. Du côté du Lightning, écoute, M. Cooper, merci, vous avez bien fait ça. Mais il faut se rappeler que durant la saison, il était dans l'eau chaude. On semble dire aussi que le courant n'avait peut-être pas autant passé entre lui et les vétérans. Donc, est-ce que c'est le chant du cygne pour le Lightning? Moi, je crois que oui. Après toi, finale de la Coupe Stanley, à un moment donné, là, c'est biologiquement, scientifiquement, amenez-moi tous les termes que vous voulez. Là.
mais de passer au temps de ronde, c'est difficile sur le corps humain. Puis je pense que le Lightning est dû pour avoir du bon repos, des sacs de glace, aller jouer au golf, faire le point sur leur vie, dites ce que vous voulez, mais c'est l'année des livres pour passer en deuxième ronde. Après, on verra. Puis, Sam, hier, les Maple Leafs avaient une recette qui a semblé beaucoup marcher. Tirer du côté du blocker pour Andrei Vasilevski. Est-ce qu'on a trouvé la faille du mur russe? Ben, je ne pense pas pour vrai, parce que, tu sais, je regarde la game d'hier, il y a 2 tirs déviés. Le but gagnant dévié, le but à Matthews, le troisième but, je pense, dévié. Le but égalisateur de Riley, Vasilevski n'a rien vu. Et la rondelle au but. Même affaire pour le but gagnant de Riley. Je sais qu'il y en a qui chient sur Vasilevski, mais je pense que s'il y en a un qui n'a rien à se reprocher, c'est bien lui. C'est plus générationnel. Moi, c'est quelqu'un qui va blâmer un gardien de but pour un tir dévié et je n'embarque pas là-dedans. Je pense que Vasilevski n'a pas tant de faiblesse, mais je pense qu'il a envoyé des rondelles au but comme j'ai parlé que les Rangers n'ont pas fait. C'est tout le temps gagnant. Puis hier, une rondelle au but a mené au deuxième but des Leafs, puis la vie a repris tout de suite. Puis un momentum, ça change comme ça au hockey. Il n'y a jamais rien qui est terminé. Mais chapeau à Austin Matthews qui se fait chier dessus, qui n'est pas un gars de série, mais hier, 2 gros buts en série, dont son shot qu'il a fait, là, ça, c'était un but incroyable. Une belle déviation. La passe de Nylander vers lui, Nylander est incroyable aussi. Les gars sont là. Cette année, Nylander, les autres années, on dit il n'est pas un gars de série. Là, il va dans le trafic. C'est sûr que Matthews et Nylander, ils n'iront pas donner des hits dans Open Ice non plus. Là. Mais ça reste que tu vois qu'ils se sacrifient et qu'ils veulent gagner cette année. C'est pour ça que je te dis que les Leafs, moi, je pense que ça pourrait même aller plus loin que la deuxième ronde s'ils passent. Là. Je pense que les Leafs, c'est la première. Aussitôt que mec qui passe la première ronde, ça va. Ils vont passer tout le monde. Puis, sérieusement, je le souhaite. Une équipe canadienne, ce serait le fun au moins qu'une équipe canadienne se rende loin. Puis Perry, Maroon, là, c'est des gars qui ont donné extrêmement des dernières années. Des finales de la Coupe Stanley, les gars, ils ont 30, 35, 36, 37, même 40 pour Perry peut-être. C'est vieux. Puis là, les gars jouent 6 minutes parce qu'ils sont plus capables, mais c'est parce que les autres sont plus capables, mais il faut qu'ils jouent pareil. Fait que je pense que c'est plate à dire, mais le Lightning, ça a été une nasty de ride. Une crise de belle ride. 3 finales de suite. Mais à un moment donné, il passe le flambeau, puis c'est ça. Puis, Anto, c'est notre technicien qui m'a écrit que les Leafs vont gagner en 6. Et si les Leafs gagnent avec la confiance et le momentum de briser la malédiction, ils s'en vont directement en finale de la Coupe Stanley. J'avais pas vu le message, mais j'avais vu qu'il y avait écrit. Mais c'est un peu ce que je viens de dire. Je pense que s'ils passent la malédiction, ça va tellement enlever un poids, puis ça va tellement donner de la confiance à l'équipe. Puis je pense que Samsonov a ce qu'il faut pour garder les buts. Lui aussi, il a de la pression, mais je pense que c'est ça. Il y a tellement de pression présentement que les gars vont éclore comme si des poissons dans l'eau. Il faut faire attention en deuxième ronde, si tout se suit. On va affronter les méchants Bruins aussi. Mais c'est là que ça a commencé, je pense. Hein. C'est là que ça va être une vraie guerre. Quand il menait pas 5-1 Toronto, puis il avait perdu 4-1, puis ils ont perdu 5-4. C'est là que ça a vraiment ça a commencé les problèmes des Leafs. Fait que je pense que s'ils passent Tampa, ils sont partis pour la gloire. Fait on va voir. Et finalement, messieurs, il y a des matchs ce soir. Je veux vos prédictions là-dessus. Déjà là, Islanders Hurricanes est le premier match à l'affiche ce soir. Les Hurricanes mènent 3-1 dans la série. Est-ce la fin de l'équipe du bon vieux loup en playoff? J'aime lancer. Selon moi, c'est un oui. C'est un oui. L'équipe n'est pas autant bien construite que celle des Hurricanes. Selon moi, c'est la fin des Islanders. Je veux vous entendre là-dessus, les boys. Vous en pensez quoi? Ben écoute, de mon côté, là, c'est plate à dire. On a essayé d'aller chercher certains joueurs là, à date limite des transactions du côté des Islanders, mais malgré le fait qu'Ilya Sorokin a connu toute une saison, je pense que la machine des Hurricanes de la Caroline est en train de broyer les Islanders. Là. Brent Burns qui joue de sacrées bonnes séries. Et on va se dire, tout le monde doutait du fait que pourquoi on met Antti Raanta dans les buts.
on est en train de donner raison un peu à tout ça. Donc, de mon côté, malgré le fait que j'ai dit les Hurricanes en 7, je pense que ça va se terminer ce soir. Dans ton cas, toi, Sam? Moi, j'ai un feeling que ça ne sera pas terminé. Oh! J'ai un feeling que les Islanders, il reste du gaz dans le tank. Puis Jack Drury, Teuvo Teravainen, Andrei Svechnikov, Max Pacioretty. Ça commence à faire beaucoup de joueurs qui ne jouent pas pour les Hurricanes. Puis Bo Horvat, il connaît vraiment pas des bonnes séries. Dernière game, il a mis sa tête, il a dit qu'il jouait mal, qu'il devait en donner plus. Moi, je pense que Bo Horvat va connaître un bon match ce soir et que les Islanders vont gagner. Et attention, parce que s'ils gagnent, ils s'en vont jouer un match numéro 6 à New York et ça pourrait faire changer la série de bord. Ouais. Mais je serais pas fâché que les Hurricanes gagnent parce que je les ai mis dans mon bracket. Mais comme je dis depuis le début du podcast, je veux des matchs en 6 en 7. Je veux du hockey beaucoup plus de hockey le plus possible pendant le plus longtemps possible. Fait que, mais j'ai un feeling que les Islanders vont gagner ce soir. OK, parfait. Je vous emmène dans le deuxième match de la soirée. Wild Stars, la série est égale 2-2. Je crois qu'on retourne au Minnesota, à Dallas. Dallas. Ce soir. Texas. Dallas, Texas. Qui prend les devants ce soir? J'ai un feeling que mon bracket aura la chienne, puis ça va être le Wild qui va prendre les devants ce soir. Vous en pensez quoi de ça, messieurs? Selon vous, qui prend les devants dans cette série qui est épique? Ben écoute, si je me fie à mes prédictions, le Wild devrait l'emporter en 7. Oh. Donc, je vais faire plaisir à Samuel en disant que ça va encore se jouer ce soir et que ça va créer l'égalité et qu'on va y aller plus loin. Moi, j'ai pour mon dire que c'est une très belle série, très serrée. Gustafsson, il fait très bien du côté du Wild. J'ai de la misère à dire, mais peu importe, moi je crois que cette série-là va se finir en 7 de toute manière. Donc, que ce soit un gagnant ou un autre, ça va. L'égalité va être recréée, on va être obligé d'aller au match ultime. Dans ton cas, toi, Sam? J'ai un feeling que le Wild va gagner, mais j'espère pas. Pour mon bracket, parce que j'ai mis les Stars en finale de l'Ouest quand même. Là, fait que c'est. Mais j'aime beaucoup les Stars. Fait que j'espère que les Stars vont gagner, mais j'ai comme un feeling que le Wild. Mais c'est une série qui est absolument épique. Les gardiens de but sont incroyables, les équipes sont incroyables. Puis, Jason Robertson. Jason. Jason. Moi, j'ai fait des animations avec mon chandail du Wild. Vous savez, j'ai un petit amour pour le Minnesota. Mais pour mon bracket, j'espère que les Stars vont gagner en 6. Mais on espère un match numéro 7. Cette série-là, elle est tellement bonne que j'espère un match numéro 7 dans cette série-là pour avoir le plus d'émotions possible en ce qui a trait à cette série-là. Parlant d'une autre série qui est excellente, Oilers Kings. Une série très, très bonne, elle aussi. Dernier match, les Oilers ont remonté la pente 0-3 pour l'emporter en prolongation. Par un manque de 5-4, si je ne me trompe pas. Pour vous, messieurs, là, le match de ce soir est à Edmonton, si je ne me mélange pas. Donc, qui va prendre les devants de la série, selon vous? Parce que c'est très compliqué. Savez ou quoi, messieurs? Moi, on parle d'équipe canadienne, comment c'est le fun de supporter les équipes canadiennes. De mon côté, là, j'aime détester les Oilers. Oui! J'aime détester les Oilers d'Edmonton. Là, on a endossé qui nous écrit en privé Oilers contre Leafs en finale. Arrêtez ça. Là. Ça n'arrivera pas. J'aime détester les Oilers. Donc, ça va vous répéter qui va perdre ce soir. J'aime détester les Oilers. Moi, j'haïs les Oilers, puis j'aime pas les détester. Je les déteste. J'ai une haine profonde envers cette équipe. Puis peut-être plus envers leur base de partisans qui est absolument dégueulasse. Quand ils gagnent, c'est la meilleure équipe. Puis quand ils perdent, comme quand c'est 3-0, le feu était pris là, sur Twitter. Bunch of jerks, c'est pas capable de garder. Puis là, quand ils ont gagné, ils sont forts. T'sais, ils ont passé en espace de 2h30 de la pire équipe de l'histoire à on va gagner la coupe. C'est bipolaire un peu comme réaction. Mais je comprends la réaction quand même. Mais comme
Dans mon bracket, j'ai mis les Kings en finale de la Coupe. J'ai mis les Kings gagnants de la Coupe cette année. Fait que, mais par contre, je pense que mon bracket est en réel danger parce que je pense que la série s'est jouée lors du dernier match. Un avance de 3-0 devant tes partisans. 4-3 en fin de troisième période et tu perds. J'espère que c'est pas vrai, mais je vais pas être positif pour les Kings en espérant me tromper. Là. J'essaie de faire de la psychologie inversée. Mais je pense que les Kings vont perdre ce soir. Peut-être que ça va se rendre en 7, mais j'espère que le dernier match va être oublié rapidement. Je sais qu'il y a des bons vétérans dans cette équipe-là. Drew Doughty, Kopitar, Dano. Le retour de Fiala, par contre, a fait du bien. Les Kings étaient partout, sauf qu'ils n'ont pas été capables de finir, mais bon. Draisaitl puis McDavid, aussitôt que tu leur donnes un powerplay, c'est presque sûr qu'ils vont marquer. Fait que c'est ça qui est un peu plate, mais bon. Go Kings! Go Kings, go! Ouais. Puis, s'il vous plaît, Jack Campbell dans les buts ce soir. S'il vous plaît. Oui, on met Souk dans les buts, puis on vole vers la victoire des Kings. Ouais. Moi, j'espère la victoire des Kings. Les Kings, c'est une des équipes que je les ai mis en finale d'association. J'espère beaucoup. Et au contraire, je crois que le match de ce soir le dernier match, en gros, que les Kings ont perdu, je crois que ça va leur donner encore plus un instinct de tueur pour vraiment emmener les Oilers dans le coin, pour les mettre au tapis. Je crois qu'ils voudront se venger de cette défaite crève-cœur. Et les Kings seront partout sur la glace ce soir. Victoire des Kings dans mon cas. J'ai prédit les Kings en 7. Donc, selon moi, le match numéro 6, ça va être plus compliqué. Mais les Kings gagnent ce soir. Let's go Kings. Les Oilers n'ont pas de défense, comme Théo a dit. Ben, ils en ont une meilleure que dans les dernières années. On peut quand même le souligner avec l'arrivée de Mathias Ekholm. Mais c'est compliqué. Pareil. On a deux défenseurs. Deux défenseurs. Deux défenseurs, c'est déjà mieux qu'un. Nurse. Nurse, un défenseur. Ouais. Il vise les genoux. Ouais, c'est ça. Fait que là, messieurs, je sais qu'il y a un autre match de jeu aux prédictions qui aura lieu demain, mais il n'y a pas de notif demain. Fait qu'on va le faire à soir. On va le faire ce midi. Boston Panthers, on en a glissé un mot. Je sais que toi, PO, je comprends ta réponse. Tu as mis les Bruins champions de la Coupe Stanley. Donc, je m'attends à ce que tu prédises une victoire des Bruins. Fait qu'on va commencer par Sam. Fait que Sam, toi, demain soir, tu attends une victoire de qui? Toi qui as prédit Boston en 6 dans ces séries. Ouais. Boston en 6. Moi, je pense que ça va être Boston en 5, comme on a dit au début, Bergeron de retour. Mais j'ai aussi mis les Bruins en finale de la Coupe. Fait que, tu sais, je vais prêcher ma paroisse de mon bracket. Boston en 5, je pense que si Bergeron est là, c'est Dieu qui revient. Là. Il va calmer tout le monde, il va placer ses gars, puis ça va être même pas serré. Même pas serré, fait qu'on s'attend à un gros score demain. Un 5-1. Peut-être 2 buts dans la fait désert, on ne sait jamais. Tu sais, des fois, quand les équipes n'ont rien à perdre, ils enlèvent le gardien de bonheur. Mais 2 games seulement demain en plus. Et quand je dis que la NBA chie nos horaires, là. Sérieusement, j'ai jamais vu ça, autant d'équipes de la NBA qui sont en série avec les équipes. Les Celtics jouent ce soir à Boston, évidemment. Imagine, ça s'appelle les Clippers, les Lakers et les Kings de Los Angeles. Les Knicks et les Rangers aussi. Mais les Clippers, ils vont se faire sortir à soir, mais les Lakers, eux autres, ils risquent de passer. Fait que les Kings et le Crypto.com Arena va être occupé. Oui, ça va être très, très, très occupé. Là, PO, je te laisse donner ta réponse sur le match de demain. Vas-y. Écoutez, j'invite tous les auditeurs à aller visiter nos brackets sur alacoupe.ca. Vous verrez que j'ai prédit les Bruins en 5 parties et je vais conclure là-dessus. Drop de mic là-dessus. Ben, je te suis, on a la même prédiction, PO. Bruins en 5. Je vais faire comme toi. Ben, je ne peux pas dropper de mic parce qu'il faut que je close cette émission-là. Fait que... je drop le mic là-dessus. Par contre, je m'attends à ce que, comparé à Sam, je m'attends à ce que les Panthers donnent un petit peu plus de challenge qu'un 5-1. L'énergie du désespoir va venir de... Ben,
de Matthew Tkachuk, mais de l'équipe qui va suivre Matthew Tkachuk. Moi, je dirais qu'une victoire de 4-2 dans un filet désert pour la troupe de Jim Montgomery. PO, je ne sais pas si tu veux te mouiller sur un pointage, toi aussi. 5-1. Hey, 5-1. Et voilà. Donc, vous avez nos scores. J'espère que vous avez bien aimé cette émission de la native des sportifs. Si je peux rajouter quelque chose, c'est quand même intéressant. Si quelqu'un n'a rien à faire cet après-midi, TSN4 présentement, un invité de la notif des sportifs qui est passé ici joue un match présentement. Michael Rabal pour la République tchèque au championnat du monde des moins de 18 ans. C'est le Canada contre la Tchéquie. Et c'est Michael Rabal qui garde les buts. Il vient de se faire marquer 2 buts en 30 secondes, mais bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, Michael. C'est des choses qui arrivent. Donc, allez voir l'entrevue de Michael Rabal. Merci du placement. Ça. Always plug. Toujours faire du placement de produit. Voilà. Toujours se plugger, merci. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la notif des sorties de ce midi. Dans notre cas, oui. Alors, on continue sur les séries de ce soir. Sur ce, bonne série. C'était P.O. Normand, Sam le géant d'estrade en ma compagnie, le Sluric Salvaille. Et sur ce, passez une excellente journée et bonne série tout le monde. Salut.